Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur ce que l'on appelle les violences éducatives ordinaires, qui sont encore très présentes et très prégnantes dans nos sociétés. Je voudrais aborder ce sujet avec vous car nous avons tous été enfants et certains d'entre nous un jour deviennent parents ou le sont déjà, voire grands-parents. Et donc, ça me paraît important pour le développement positif de nos sociétés, de mener une réflexion et de s'intéresser aussi à cette violence éducative à travers les siècles. Donc, je vais un petit peu en parler très brièvement parce que ce n'est pas le corps du sujet de cette vidéo. Mais c'est très intéressant. J'ai pu lire sur Internet différents documents qui vont venir expliquer à travers les époques, les siècles et aussi dans le monde entier, puisque les violences éducatives, malheureusement, sont partout, dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés. Et il y a un énorme travail de prise de conscience pour faire changer les choses. Alors, ce sujet est un sujet délicat, difficile, comment dire, on est tous émotionnellement touchés par ce sujet parce qu'on a tous vécu dans notre enfance des situations de violence, de soumission, de domination des adultes sur nous que remettre en question la façon dont on a été éduqué, c'est très difficile parce que c'est d'une certaine manière accepter que nos parents aient pu se tromper, abuser de nous, profiter de nous, profiter de leur pouvoir et c'est très délicat. Beaucoup de personnes sont dans le déni. Énormément de gens vont me dire, ah mais moi j'ai été frappée dans mon enfance, mais ben, je remercie mes parents parce que ça m'a rendu plus fort. Ou alors la fameuse phrase, ça ne m'a pas tué, je n'en suis pas mort. Cette phrase est très intéressante parce que ce n'est pas parce que on n'est pas mort de violence que l'on a subi, que l'on n'en subit pas les conséquences et que l'on n'a pas des symptômes et que l'on n'a pas une souffrance. Et beaucoup de gens souffrent énormément de problèmes psychologiques. La santé mentale n'est pas bonne. On est un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Plein de gens ont de l'insomnie et après ils vont dire, ah mais moi je n'en suis pas mort. Aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une différence de genre entre les hommes et les femmes. Les hommes, de par l'éducation genrée qu'ils reçoivent sur il faut être fort, pas avoir des émotions, pas être faible, pas s'exprimer, ne vont pas faire un travail sur eux, ne vont pas aller travailler sur leur trauma, ne vont pas aller parler et reproduisent la violence sans forcément, sans remettre en question rien du tout. C'est important de se donner la possibilité de quand même réfléchir, de faire un pas à côté et de remettre en question ce qu'on nous a inculqué, les conditionnements de pensée, les croyances, la servitude apprise, qui fait qu'on va bêtement, enfin bêtement c'est un mot qui est négatif, mais que l'on va tout à fait sans aucune réflexion personnelle reproduire avec les générations suivantes et ainsi de suite pendant des siècles et des siècles, malheureusement. Il y a quand même eu une évolution. Alors, pour commencer, ce que je voudrais vous dire, c'est les violences éducatives ordinaires, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être toutes les violences qui sont faites sur les enfants pour éduquer les enfants, dans le- dans l'illusion que ces violences permettent d'éduquer l'enfant, alors que ces violences, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles dressent les enfants, elles les contraignent, elles les contrôlent, elles les dominent, elles les instrumentalisent, elles les possèdent et elles les écrasent. Voilà, c'est un petit éventail des choses. Éduquer un enfant, ça n'est pas ça. Et donc, en fait, c'est facile. Qu'est-ce que c'est les violences éducatives ordinaires? On peut les classer dans trois, on va dire trois tiroirs. Les violences physiques, c'est facile. Je vais vous énumérer toutes sortes de violences physiques que vous avez peut-être subies ou que vous savez que d'autres personnes de votre entourage ont vécues selon l'époque à laquelle ils sont nés. Les tapes, les gifles, les fessées, les tapes derrière la tête, secouer l'enfant, le bousculer, le pousser, tirer les oreilles, tirer les cheveux, priver de nourriture, c'est de la violence. Les coups de ceinture,
Ça, c'était il n'y a pas si longtemps, et peut-être et encore aujourd'hui. Les coups de règle à l'école, les douches froides, c'est de la violence physique. Les brûlures de cigarettes, les coups de martinet, les petits fouets qu'on recevait à Noël il n'y a pas si longtemps, les coups de bâton, voilà. Il y a toutes sortes de tout ce qui va être évidemment physique, tout ce qui va toucher le corps. Voilà. Après, il y a les violences psychiques et verbales, les humiliations. Alors la douche froide, c'est les deux. C'est physique, mais c'est aussi de l'humiliation. Ça peut être la menace de la fessée déculottée. Il n'y a pas de passage à l'acte, mais la menace est tellement terrifiante parce qu'en plus, la fessée déculottée, ben, il y a le cul, la culotte, les fesses, on va exposer l'intimité euh, en public. Donc ça peut être pour un enfant extrêmement anxiogène. Les cris, la violence verbale. Par exemple, ça peut être oui, t'es nul, t'es qu'un con, casse-toi, je veux plus te voir, ou c'est quoi cette note, t'es vraiment bête. Donc tout ce qui va, évidemment, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est tout ce qui va détruire la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, celle-ci est un petit peu moins connue. On pense pas, quand on pense violence, on pense toute façon, on pense systématiquement violence physique parce qu'on a été conditionné à ne voir la violence que quelque part dans la violence physique. C'est la même chose avec les violences conjugales, hein. On peut pas, on est en train de comprendre aujourd'hui que la violence conjugale commence par le contrôle coercitif. Donc, en fait, en vrai, la violence conjugale, la première étape, c'est d'abord l'emprise, le contrôle. Donc, ça va être d'abord psychologique et verbal. Et peut-être que ça sera un jour aussi physique, mais peut-être pas. Et c'est pas ça le pire, finalement, d'une certaine manière. Finalement, c'est ce qui se voit, mais c'est pas forcément ce qui fait le plus de dégâts pour l'âme. Ça, c'est très important à comprendre. C'est très important. Un enfant battu, c'est pas un enfant qui se reçoit, c'est pas seulement et uniquement les enfants qui sont frappés violemment, qui saignent, qui sont brûlés à vif, qui sont en arrache un bras. La violence, elle commence déjà à la claque. Elle commence déjà au fait de hurler sur l'enfant. Euh, Ça commence déjà là. Donc quand je dis ça, je vous en prie, ne culpabilisez pas si vous êtes un parent qui a été par moment dans la violence. Nous avons été nous-mêmes éduqués dans la violence. Donc, on ne sait pas trop comment faire parce que le problème, c'est qu'on ne nous donne pas les outils. On est cette génération entre deux. On veut plus, normalement, si on est humaniste et sensible et empathique, bah, on a cette intelligence de cœur qui fait qu'on se dit non mais c'est pas, ça colle pas, c'est pas cohérent. Pourquoi est-ce qu'on s'autorise à frapper les enfants et alors qu'on est en train d'essayer d'empêcher les adultes de le faire? C'est pas cohérent tout ça, c'est pas logique. On sent bien que c'est pas le bon chemin, mais on ne nous donne aucun outil. Alors, soit on a du temps et on est un peu équipé et on va essayer de découvrir, de lire des livres, de comprendre comment je peux éduquer autrement mon enfant. Soit on ne sait pas et on fait comme on peut. Un coup, on est gentil, alors là, c'est catastrophique. Soit, comme on a subi la violence, on est terrorisé à l'idée d'être autoritaire et on est laxiste. Et laxiste, c'est aussi pas bon. C'est l'enfant, il a besoin d'un cadre, il a besoin que l'adulte le guide, mais pas de façon dominante. J'écrabouille, je contrôle, je domine. Je n'ai aucune connaissance. Je suis un adulte qui ne sait même pas que le cerveau de l'enfant est immature jusqu'à 24 ans. Donc, quand moi j'entends dans les conseils de classe, oui, il manque de maturité au collège, ben en fait, ça me paraît surréaliste parce que les équipes pédagogiques dont le travail est d'être en présence d'enfants, d'adolescents à longueur de journée, ne sont même pas intellectuellement équipés. Ils n'ont pas des connaissances des neurosciences, ni sur l'immaturité du cerveau d'ailleurs, ni sur les troubles des apprentissages. Donc, tous les dyslexie, dyspraxie, ils connaissent rien. Ils s'imaginent que c'est les parents qui inventent et j'exagère, mais pas tant que ça en fait.
Et c'est dramatique parce que ces gens travaillent avec des enfants mais n'ont aucune formation en pédopsychologie. Ils sont pas outillés eux non plus. Donc ils reproduisent, ils font ce qu'on leur dit de faire dans leur coin en vivant dans des conditions, en ayant des conditions de travail qui sont épouvantables. Donc forcément, enfin, je veux dire, je les comprends, hein. Je critique pas, mais c'est pour vous dire, c'est très important de commencer à quand même ouvrir les yeux, réfléchir, remettre en question, revisiter comment dire, et essayer d'aller trouver, ben, du coup, des informations auprès de gens qui ont réfléchi déjà à ces questions-là. Et il y a plein d'outils, il y a plein de choses qui existent, plein de livres, plein de choses pédagogiques pour travailler avec son enfant sur les émotions, la gestion des émotions. Parce que finalement, la violence, quelque part, c'est beaucoup d'adultes qui sont immatures émotionnellement, qui savent pas gérer leurs émotions. On nous a pas appris à gérer nos émotions. Les émotions, c'est des choses qui nous traversent, qui prennent le dessus, qui font ce qu'elles veulent. Et puis, beaucoup d'adultes sont en souffrance parce que c'est pas facile de vivre dans le monde tel qu'on vit. Donc, la poubelle émotionnelle ressort sur les enfants ou sur les femmes aussi, puisque en fait, finalement, les violences, c'est très intéressant de se questionner aussi sur comment dire, les violences conjugales, ben, un homme qui est violent avec sa femme, même si c'est pas physiquement, que c'est psychologiquement, que c'est le contrôle, l'infantilisation, ben, en fait, il est violent avec ses enfants aussi. Voilà. Alors, une autre violence éducative ordinaire, peut-être la négligence. C'est une forme de violence, mais qui est moins perçue. La négligence, ça va être ne pas, par exemple, donner l'accès aux soins à l'enfant, ne pas le nourrir correctement, ne pas veiller à ce qu'il soit correctement vêtu, c'est le laisser tout seul. Alors que à un âge où normalement c'est dangereux de laisser un enfant tout seul, c'est ne pas venir le chercher à l'heure à l'école de façon assez récurrente, etc., etc. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit tour de ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça date donc de ben, très très longtemps, les violences éducatives ordinaires, partout autour de la planète, dans toutes les civilisations. Ça a été organisé. C'est alors il y a des proverbes du coup que je vais vous citer qui sont issus du livre des prophètes. Donc c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est environ 5 siècles avant Jésus-Christ. On peut lire ça. Tant qu'il y a de l'espoir, châtie ton fils, mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. La folie est ancrée au cœur de l'enfant, le fouet l'en délivre. Donc, vous imaginez la vision que l'on a déjà à cette époque-là des enfants. Hein, ce sont des êtres qu'il faut contrôler, qu'il faut punir pour les libérer de la folie, comme si les enfants étaient et c'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est la même logique qu'on a dans les violences conjugales. Les femmes sont folles, elles sont hystériques, donc on les frappe pour les calmer. C'est intéressant quand même. Alors ensuite, proverbe qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Qui aime son fils lui prodigue le fouet, plus tard ce fils sera sa consolation. Autre proverbe, fais-lui courber l'échine pendant sa jeunesse, meurtris-lui les côtes tant qu'il est enfant, de crainte que, révolté, il ne te désobéisse et que tu n'en éprouves de la peine. Donc c'est vraiment l'idée que le père de famille doit être euh, dans le contrôle de sa descendance, qui lui est redevable, qui lui doit obéissance, qui lui doit tout en fait. Alors là où c'est assez intéressant, c'est que je ne sais pas si vous savez, mais depuis la loi du 10 juillet 2019, donc en France, depuis le 10 juillet 2019, il est officiellement interdit d'utiliser les violences éducatives ordinaires. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique. Intéressant parce ils ont mis les deux. D'accord? Alors évidemment, la violence psychologique, elle est très difficile à prouver, puisque souvent c'est totalement invisible, que l'enfant lui-même n'est pas forcément capable de repérer que son parent abuse de lui émotionnellement, etc., etc. N'oublions pas que nos parents sont comme des dieux, hein, quand on est enfant. On dépend complètement de eux, on leur appartient, hein, ils nous possèdent. Ils nous ont mis au monde, donc on se sent redevable. Et puis surtout, sans eux, on meurt en fait, hein, concrètement. C'est...
Notre survie dépend de nos parents. Donc, ça explique aussi le grand pouvoir qu'ils ont sur nous. Si ces parents sont malveillants, si ces parents sont malades, n'ont pas travaillé sur eux, si ces parents sont immatures, si ces parents ne savent pas gérer les émotions, bah, ça va être dramatique sur l'environnement dans lequel on va grandir, parce qu'en plus, le temps pour un enfant, c'est très long. Souvenez-vous, une journée, ça a duré très longtemps. Et cet enfant, il est tributaire de son parent au moins jusqu'à 18 ans. Donc, c'est quelque chose de très, très, très long. Donc, je voulais juste vous dire que cette loi du 10 juillet 2019 qui interdit ces violences, c'est l'article L 119-1 du Code de l'action sociale et des familles. Alors, les violences éducatives ordinaires, elles se passent au sein des familles, mais pas que. Elles se passent aussi à l'école, par exemple. Hein. Moi, quand j'étais en CM1, alors déjà avant, quand j'étais au CP, la maîtresse, elle tirait les cheveux de ma copine Mathilde. Je m'en souviens très bien. Mathilde, c'était la seule métisse de la classe. Inutile de dire que c'était une école privée catholique. Mais enfin, on retrouve ça partout de toute façon. Quand elle était énervée, la maîtresse, elle venait, elle lui tirait les cheveux. Et on avait tous très peur, on bougeait pas, on disait rien, évidemment. Enfin, on croit que les adultes ont tous les droits, y compris les adultes en dehors de notre famille. On croit que la maîtresse, le maître, s'ils le font, c'est qu'ils ont le droit de le faire. Alors que non. Et si nous, les parents, on n'enseigne pas à nos enfants, dès le plus jeune âge, ce que les adultes n'ont pas le droit de leur faire, y compris sur le plan sexuel, expliquer c'est quoi les parties intimes, on n'a pas le droit de te toucher les parties intimes, nanana, ben on les protège pas. Les enfants ne peuvent pas, quand ça leur arrive, si on leur a dit qu'on n'avait pas le droit de leur faire, ils vont plus facilement verbaliser. Ils vont plus facilement se confier à l'adulte qui lui a dit on n'a pas le droit de te faire ça. Et du coup, on peut arrêter les violences assez vite. C'est très important, donc du coup, d'éduquer nos enfants, filles et garçons, sur leurs droits en tant qu'être humain. Parce que de quoi on parle? On parle en fait de l'humanisme. Ce sont des êtres humains comme les autres. Alors, ce que je voulais vous dire d'autre, alors, en cas de non-dénonciation d'une situation de maltraitance sur un mineur, la peine peut aller de 3 ans de prison à 45 000 euros d'amende. C'est jamais le cas, mais je vous partage cette information. C'est intéressant de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors là où j'ai été très étonnée, c'est que j'ai découvert que finalement les interdictions des violences éducatives ordinaires, elles datent d'il y a plus longtemps que cette loi de 2019. Déjà, le premier pays en Europe à avoir interdit les violences éducatives, c'est la Pologne, en 1793. Donc, 18e siècle. Fou quand même ça. Et en France, la première année où quelque chose est fait, c'est en 1834. C'est Guizot qui promulgue un statut de l'université, donc ça concerne l'université, hein, pas les primaires, mais quand même. L'article 29 qui affirme que les élèves ne pourront jamais être frappés. Ça veut dire que quand même, avant, on frappait aussi dans les universités. En 1887, premier règlement qui élargit les interdictions des violences de type châtiment corporel à tout l'enseignement. Donc 1887, déjà il y avait cette volonté de changer les choses, mais rien ne changeait en vrai. Hein, voilà. Moi, je vous ai parlé de donc cette maîtresse qui tirait les cheveux. Ensuite, en CM1, j'en ai eu une avec la règle qui frappait, la règle carrée en métal. Je me suis aussi pris des claques. La mise au coin, dire aux autres enfants qu'ils ont de ne pas me parler, de me traiter comme une pestiférée devant toute la classe, etc., etc. Et cetera. Et il se trouve que le hasard de la vie a fait que ma fille, en CM1 aussi, même classe, s'est retrouvée avec une maîtresse qui également frappait euh, comme ça, légèrement, tirage d'oreille, trousse dans la poubelle, humiliation. Elle avait un système de ceinture de couleur qui faisait que elle avait la carotte et le bâton. Hein, donc c'est de la manipulation, hein, tout simplement, de l'enfant. Il n'y a absolument rien de bénéfique, de positif et de bienveillant dans ce style d'éducation. Ça apprend juste aux enfants à être pervers, en fait. Ça va pervertir les enfants. Ça apprend aux enfants à mentir, à tricher, à faire semblant que, etc., etc. Et puis, il y a des enfants qui résistent à tout ça, qui sont rebelles, qui rentrent pas dans les rangs et qui sont dramatiquement frappés.
Alors, je veux continuer à parler de ces sujets parce que c'est des sujets évidemment qui me touchent énormément et je veux continuer à vous partager des exemples concrets. Je trouve que c'est ce qui est important sur cette chaîne, c'est aussi de non seulement de vous donner des références historiques, etc., mais aussi aujourd'hui, ici et maintenant. Et justement, je voudrais raconter quelque chose que j'ai vécu ici. J'étais dans le tram. Le tram s'arrête et je vois assis sur un banc un père et son fils qui devaient avoir 7 ans. Le père, gros baraqué, machin, chaîne en or, chemise ouverte, enfin, grand, machin, costaud, truc. L'enfant était déjà complètement physiquement éteint. On voyait qu'il avait pleuré, il était traumatisé. Et le tram s'arrête et je vois le père qui prend comme ça, comme à la fête foraine, vous savez, le truc fait comme ça, qui va sur la cuisse de son fils, qui le pince et qui tourne avec sadisme. Et je vois l'enfant qui est mal. Je tape sur la vitre parce que je ne peux pas supporter ce genre de choses. Je me lève et puis je lui dis ça va pas, non, machin truc. Il rentre dans le tram avec son fils. Le tram était bondé. Il y avait un petit groupe de trois, quatre jeunes et une dame âgée et plein d'autres gens. J'étais la seule à avoir vu cette horrible scène. Et le gars, il rentre et je dis ça va pas, non? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible de faire ça à son fils. Évidemment, il me dit de quoi tu te mêles? Je fais ce que je veux, espèce de conne. Évidemment, c'est pas là que ça va se régler, mais je ne laisse pas faire. Et je lui dis, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de violenter votre enfant. Moi, je peux appeler la police. C'est quoi ça? En fait, ce que je voulais, c'était que cet homme, enfin, ce que je voulais déjà, c'était que l'enfant sache que ce qu'il avait vécu, c'était pas normal. Je faisais comme je pouvais. Sur le coup, j'avais les émotions. C'était pas parce que c'était vraiment sadique comme action. Et, et là, c'était très étonnant parce que j'ai eu du coup les gens, enfin en tout cas une vieille dame qui me dit, ben alors, il fait ce qu'il veut, c'est son gosse. Il fait ce qu'il veut, c'est son gosse. Ça veut dire que dans la mentalité des gens, les enfants appartiennent aux parents et et les parents ont droit je vais presque de vie ou de mort. J'exagère, mais c'est pour dire les parents ont tous les droits sur leurs enfants. Non, la violence, elle est interdite et elle est interdite dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Moi, je n'ai pas je ne peux pas laisser faire. Je ne peux pas, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, laisser faire ce genre de choses, et même avant. Je veux dire, alors je réponds à cette dame, je dis, mais vous, évidemment, c'est votre génération. Je dis, mais si c'était sa femme, ah, mais c'est pas pareil. Ah bon? Je dis, pourquoi c'est pas un être humain, cet enfant? C'est quoi C'est pour dire comment on est encore avec des idées archaïque en fait, vraiment archaïque. Si on pense en termes d'être humain, cet enfant a des droits, point, et il a le droit d'être protégé et de ne pas être maltraité et physiquement et psychologiquement. Bon bref, de toute façon, je devais descendre l'arrêt d'après, donc je descends. Et il y a les quatre petits jeunes qui descendent avec moi. Et puis ils me disent, Madame, pourquoi vous avez dit ça? Il fait ce qu'il veut, c'est son. Ben voilà, il me dit, il commence à me dire, il fait ce qu'il veut, c'est son fils. Je dis, ben non, je dis, il fait pas ce qu'il veut, non. Et alors on commence à avoir une discussion. Et ça, c'était très intéressant parce que eux, ils ne comprenaient pas ma réaction. Et moi, je leur expliquais, mais on n'a pas le droit de frapper les enfants. Et eux ils me disent, Madame, tout le monde frappe les enfants. Moi, mes parents, ils me frappent. Heureusement qu'ils me frappent. Et c'est là où ils comprenaient pas parce que c'était des jeunes un peu des quartiers. Et puis André, il y en a un qui dit, ouais, de toute façon, toi, tu comprends rien, t'es qu'une blanche. Bon, bref, on s'en fout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça se trouve, dans une vie antérieure, j'étais une noire. Ça veut rien dire, en fait. Et il me dit, ouais, mais chez nous, c'est comme ça, c'est normal. C'est notre culture, c'est comme ça. On est éduqué en étant frappé. En Afrique, on est éduqué en étant frappé. Je dis, bah, écoute, la culture, quand elle est mauvaise pour l'humain, bah, il faut la changer, en fait. J'ai dit, regarde, je vais prendre l'exemple de l'excision. J'ai dit, l'excision, ça devrait ne plus exister en fait. C'est pas parce que c'est culturel que il faut entretenir ça, alors qu'en fait, c'est des mutilations génitales en fait. Bon, évidemment, il savait pas ce que c'était l'excision, il demande ce que c'est, donc je lui explique ce que c'est. Moi, il était un peu trop. Je dis, ah ouais, quand même. Mais enfin, en tout cas, ces jeunes s'interrogeaient et alors ils m'ont demandé, mais vous êtes mère? Je dis, bah oui. Et il me dit, et si votre fils il va commencer à faire du trafic de drogue, vous n'allez pas le frapper? J'ai dit, bah non, mais vous allez faire quoi? Bah, je vais parler. Voilà, je vous donne un exemple de ce que j'ai vécu.
C'est important de... Et j'ai senti vraiment, parce que c'était des enfants très intelligents, j'ai senti que dans sa tête, c'est comme si tout ce qu'il avait toujours cru, ça commençait un petit peu à s'effriter, il commençait à peut-être voir un peu les choses autrement. Alors, je vous invite à réfléchir vous aussi et à accepter peut-être de revisiter votre enfance avec lucidité, même si c'est douloureux. Alors, souvent aussi, j'entends cette phrase. Oui, les parents, ils font comme ils peuvent, ils font du mieux qu'ils peuvent. Alors, c'est pas vrai. Ils font comme ils peuvent. Ben, s'ils se remettent pas en question, qu'ils font pas un travail sur eux, non, ils font pas comme ils peuvent. Ils peuvent faire mieux. On peut faire mieux. On peut se remettre en question. On peut reconnaître qu'on a merdé. On peut ne pas vouloir avoir absolument raison tout le temps. On peut aussi. Les enfants nous apprennent énormément de choses sur nous-mêmes. Les enfants nous enseignent vraiment nos failles. Finalement, ils nous renvoient aussi à notre enfance. Donc, on a un devoir vis-à-vis d'eux d'essayer d'optimiser notre personne, d'essayer d'être dans la bienveillance. Donc, on a un devoir et une responsabilité. Parce que dire les parents ils font ce qu'ils peuvent, c'est ah bah, hein, c'est une forme de déresponsabilisation, comme s'ils ne pouvaient pas faire autrement. On peut toujours faire autrement. Pour ça, il faut qu'il y ait un déclic, une prise de conscience, quelque chose qui nous fasse bouger de ligne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis justement de faire ce pas de côté. Et que si vous faites partie de cette catégorie des gens qui disent, ah ben moi, je me suis pris des claques, mais j'en suis pas mort, allez retrouver votre enfant intérieur. Retrouvez les sensations. Quelles sensations vous aviez quand enfant vous étiez humilié ou frappé par les gens que vous aimez le plus au monde? C'est ce papa, cette maman, ce grand-père, cette grand-mère, ou même à l'école quand le professeur, le maître, la maîtresse se moquaient de vous devant tout le monde. Euh, Quelles étaient en vrai les sensations? Est-ce que vous étiez, est-ce que ça vous a réellement aidé à vous sentir fort, euh, digne d'être aimé, avoir une belle image de vous, ou est-ce qu'au contraire, il y a une sorte d'effondrement intérieur ou une peur, ou aussi quand une chose que j'ai oublié de dire, mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table, on ne pouvait pas parler en fait. Là, en Afghanistan, on empêche les femmes de parler, hein. C'est quand même, tu sais, c'est de la violence. Simplement ça, c'est de la violence. C'est-à-dire que c'était comme si à la catégorie des enfants qui est en dessous, la catégorie des adultes qui est au-dessus, qu'il faut respecter sous prétexte que ce sont des adultes, quoi qu'ils nous fassent. Non, non. Les adultes ont une responsabilité parce que les adultes euh, ont du pouvoir. Toutes les personnes qui sont en situation de pouvoir vis-à-vis d'autres êtres humains ont une responsabilité euh, humaniste. Et, euh, et aussi, quelque chose qui est important que je voudrais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'une société évolue positivement, c'est-à-dire que nous, par exemple, c'est fini les martinets, hein, plus personne n'offre des fouets aux enfants pour les frapper euh, derrière. Donc, le seuil de tolérance à la violence physique, en tout cas, c'est interdit de frapper les élèves à l'école, ça se fait encore, hein. Mais il y en a de moins en moins, hein. Il y a de moins en moins de maîtres et de maîtres d'abord parce qu'ils auraient pas, ils ont peur des parents, ils ont peur que ça se sache, c'est interdit, ils le savent. Donc il y a quand même voilà, la loi qui est là, hein. Mais aussi parce que je pense honnêtement qu'il y a une prise de conscience où on a compris que c'est pas bien, on va dire, pour la majorité des gens. Donc il y a eu une évolution, on va dire, positive. C'est pas encore parfait, mais il y a une évolution possible. Attention, c'est pas parce qu'il y a une évolution positive qu'il peut pas y avoir une régression. En ce moment, on est en train quand même d'observer à l'échelle mondiale que un pays peut passer d'une démocratie à une forme de fascisme. On peut avoir des régressions. Rien n'est jamais gagné. C'est toujours, toujours un travail qui est sur l'établi. C'est toujours, toujours des prises de conscience et de l'éducation et de la transmission et du partage. Plus on va être dans le partage, plus on va pouvoir ensemble, de façon collective, éveiller, j'espère, un peu les consciences. Voilà. Donc, je vous souhaite de faire des
belles choses dans vos vies, pour vous et pour les gens que vous aimez autour de vous. Je vous embrasse.